Bonjour à toutes et à tous, hein, bienvenue dans cet épisode supplément de Tech Café, où je vais encore une fois officier en tant qu'animateur, hein, moi, donc Guillaume Poggiaspala, c'est-à-dire pas celui de d'habitude, parce que celui de d'habitude, il est toujours blessé après un combat singulier avec un escabeau, et bon, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu match nul. Et pour m'accompagner dans ce supplément, dans cette cerise sur la forêt noire, hein, que fut déjà l'épisode hebdomadaire, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Cassim Montilla. Bienvenue à toi, Cassim, comment vas-tu? Ah bah ça va toujours très bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé en plus, donc ça fait plaisir de te retrouver pour cet enregistrement supplémentaire. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oui, 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 bah oui, non, mais vous le savez, je pense pas que ce soit une révélation spectaculaire de dire qu'effectivement, on enregistre les suppléments la plupart du temps, en tout cas, directement dans la foulée. Donc, s'il m'a bien voulu rester, donc on va rester tard, effectivement, on est des travailleurs de nuit. Mais bon, c'est parfait, on va se concentrer cette fois sur plein de news qu'on n'a pas pu aborder dans l'hebdo, des news sur du matos, des news sur du pognon, sur de la sécurité, sur plein de choses, tellement de choses que je pense qu'on va commencer là maintenant tout de suite, et bien évidemment sans autre forme de procès. Et ma première section, on va parler d'argent et composants. Argent et composants semi-conducteurs, parce que c'est mes deux passions, l'argent et les composants, bien entendu. Et en particulier avec Intel, dont on avait parlé la semaine dernière, et dont on avait dit qu'il allait palper quand même 10 milliards de dollars du Chips Act, et ce sera finalement 13,5, puisqu'on a aussi appris qu'il allait recevoir 3 milliards et demi de contrats militaires sur 3 ans, pour un programme nommé Secure Enclave. Donc les détails sont maigres, hein, c'est un truc militaire après tout, donc voilà, on sait pas grand-chose. Mais il semble que ça soit encore une manière de fabriquer et d'acheter américain, et pas donc pas taïwanais ou pas chinois en particulier. Alors ces enclaves pourraient être des usines, hein, qui produisent des chips directement pour l'armée, donc Intel et les autres fabricants n'en finissent plus d'investir et de construire de nouvelles usines sur le sol américain, à tel point qu'on commence même à se poser la question de leur consommation d'énergie. Parce que bon, avec tout ça, il y a au moins 9 énormes usines qui sont en construction ou qui sont prévues, et elles pourraient à elles seules rajouter 2,1 gigawatts de consommation électrique supplémentaire. Et ça, sur une 2,1 grille déjà proche de gigawatts. la Pardon. limite. Et Ok. oui, 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 c'est du lourd. C'est du lourd. 2,2 gigawatts, c'est ce que produit, enfin, pour ou prou ce que produit une centrale nucléaire, en fait, hein. Donc, ouais, c'est du lourd. La consommation électrique de la tech explose, hein. Celle des data centers, c'est déjà énorme. Et avec l'explosion de l'IA, ça va empirer très vite. Les mégawatts deviennent des denrées rares et précieuses, à tel point que certains, comme Amazon, les sécurisent directement aux producteurs, hein. Ils viennent de signer un contrat de 650 millions de dollars avec Thalen pour construire un campus. Campus, ça veut dire un campus, probablement des trucs de recherche, et puis un gros data center qui sera directement alimenté par une centrale nucléaire qui fait d'ailleurs 2,5 gigawatts, qui sera juste à côté, hein, un jet de pierre. Alors attention, le data center ne va pas consommer tout ce que produit la centrale, seulement 960 mégawatts, soit seulement 40% de la production totale de la centrale nucléaire. Ça laisse absolument rêveur. Donc si on rajoute à tout ça le Bitcoin, évidemment, qui continue à consommer inutilement des gigawatts à travers le monde, mais surtout aux États-Unis, ben, la facture EDF de l'attaque commence vraiment à devenir lourde et ça risque de devenir insoutenable, hein. Selon le Washington Post, la consommation de la prochaine décennie pourrait être 17 fois plus élevée que celle de ces dernières années. Alors, c'est que c'est un peu vague, mais j'ai pas de chiffres parce que j'ai pas d'abonnement au journal, malheureusement. C'est derrière un paywall. Les chiffres, peut-être, sont derrière un paywall. Mais néanmoins, si on regarde les chiffres de la NERC, qui est la North American Electric Reliability Corporation, le risque de blackout pour cette année sont vraiment réels et ils concernent virtuellement tous les Américains. La majeure partie du territoire est en risque haut ou sérieux. Aux US, la demande risque de croître plus vite que l'offre, et tout ça n'est pas une super nouvelle pour le climat non plus, parce que le mix américain, c'est 13% de renouvelables et seulement 8% de nucléaire. Donc le reste, c'est gaz, pétrole et charbon. Donc quand une boîte te dit qu'elle tourne 100% renouvelable, bah, c'est avec des crédits carbone, c'est tout. Donc on est en face d'un gros souci, en réalité. Donc Cassine, d'ailleurs, j'ai entendu dire que toi aussi, tu avais cette ambivalence face à la tech et à son impact dernièrement, et que je ressens clairement moi aussi, quoi, vraiment. Oui, tout à fait. Bah, faut savoir aussi que du coup, tu l'as un peu mentionné, mais les géants de la tech, du coup, investissent eux-mêmes. C'est très américain aussi, ça, je trouve, dans les centrales et compagnie pour avoir ils ont pas, il y a pas un EDF, ou en l'occurrence plutôt un ERDF ou un Enedis qui s'occuperait du réseau. Ils veulent vraiment avoir leur propre centrale à eux. Donc je sais pas, une centrale Microsoft, une centrale Amazon. Il y a récemment, Microsoft a par exemple investi dans la fusion nucléaire, une boîte qui promet de faire de la fusion nucléaire dans les années à venir, comme beaucoup d'autres boîtes qui promettent de faire de la fusion nucléaire un jour. Euh, et donc c'est vraiment un enjeu. Enfin, à mon avis, c'est assez significatif pour montrer que c'est un enjeu pour ces boîtes-là, et qu'elle voit bien, elle, le mur arriver. Alors non pas qu'elle soit vraiment intéressée par le réchauffement climatique, c'est plus que
si elles veulent continuer à vendre leur technologie, il faut qu'elles puissent s'alimenter en électricité. Et donc, il est hors de question d'être victime d'un blackout, quoi. Parce que autant les particuliers, c'est pas très grave s'ils ont un blackout, hein. C'est dommage pour eux, mais on s'en fiche un peu. Je parle à la place des boîtes. Alors que par contre, attends, on va quand même pas essayer, on va pas freiner la croissance économique. Non, mais le blackout, c'est des dollars qu'on ne gagne pas, gars. Exactement. C'est pas acceptable. Rendez-vous compte, c'est un manque à gagner. C'était pas acceptable. Et oui, mais tu as complètement raison, parce qu'en fait, les boîtes sont parfaitement conscientes qu'elles consomment de plus en plus d'énergie, qu'elles font des services qui sont de plus en plus consommateurs, et que, oui, ils sont dans un pays où, évidemment, les mégawatts deviennent plus rares, donc plus chers, donc ça les emmerde, déjà que ce soit plus cher, et puis effectivement, à un moment, il n'y en a plus, quoi. Donc ils investissent tous beaucoup, de manière assez incroyable, effectivement, on commence à voir des boîtes qui envisagent carrément de se fabriquer des réacteurs pour leur propre data center, quoi. On en avait parlé, je crois, effectivement. Microsoft réfléchit carrément à se faire des data centers avec un réacteur à lui, exprès pour, quoi. C'est assez incroyable. Bon, on va voir comment ça va tourner, mais bon. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez inquiétant tout ça. Et bon, les US sont pas les seuls à vouloir fabriquer des puces sur leur sol, hein. C'est aussi notre cas, d'ailleurs, en Europe. Ouais. Et par ailleurs, c'est aussi le cas de l'Inde. Oui, pardon, tu voulais dire un truc ? Non, mais oui, j'allais dire oui, c'est le cas de l'Europe. Et oui, c'est le cas de l'Inde, mais je te laisse continuer. Oui, c'est vrai que nous aussi, on a notre Chips Act, effectivement. Et puis l'Inde a lancé le sien avec 15 milliards de dollars destinés à aider la construction de 3 usines, pour commencer. 3 usines de semi-conducteurs. Alors, des usines de semi-conducteurs, finalement, il y en a une qui va vraiment fabriquer des semi-conducteurs, mais il y en a 2 autres qui seront pour le packaging final. Donc les semi-conducteurs sont construits par une co-entreprise entre Tata Electronics et PSMC. Donc PSMC, c'est marrant, c'est un autre Taïwanais qui n'est pas TSMC. Le but, c'est de fabriquer des puces sur des process qui sont vraiment matures, quoi. Ils préfèrent les matures, que veux-tu. Ils sont peu chers, entre 110 et 28 nanomètres, ce qui correspond à des puces qui auraient 10 à 15 ans chez nous. Mais c'est pas grave, il y a énormément de secteurs où on a simplement besoin de puces, mais pas forcément ultra performantes, on n'a pas forcément besoin du dernier cri. En fait, c'est des puces avec des transistors planaires. Alors, planaire, ça veut dire que c'est juste avant l'introduction du FinFET ou du Trigate chez Intel, et c'est un truc qui arrive en 2011. Voilà, donc ça vous donne une idée, effectivement, on connaît de la technologie d'avant 2011. Du coup, c'est des composants qui sont aussi plus simples à produire, parce que les trucs planaires, évidemment, c'est un pas de complexité qu'on n'a pas à faire, quoi. Et donc, c'est plus simple à produire. Donc, évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus simple qu'à l'époque. Et puis donc, c'est des usines qui sont bien moins chères à construire et qui ont donc un seuil de rentabilité qui est beaucoup plus facile à atteindre. Donc, ça limite aussi les risques pour des dépenses qui sont des dépenses publiques. Donc, quant au packaging, en fait, c'est l'étape qui arrive après la gravure des puces proprement dites. Donc, on reçoit les chiplets, donc on a déjà parlé plein de fois, ces briques de puces qui sont donc des espèces de processeurs de morceaux de processeurs qu'on va coller entre eux. Et en fait, le fait de les coller entre eux, de les connecter, et de finaliser la puce, finalement, c'est ce qu'on appelle le packaging. Et c'est une étape qui est évidemment cruciale, et c'est aussi un autre goulet d'étranglement si toutes les chaînes sont occupées, et ça avait été le cas pour TSMC l'an dernier. Alors, si vous êtes intéressé par la fabrication des puces, justement, il y a un article avec plein d'infographies animées du Financial Times qui est vraiment bien faite. Vous avez le lien dans les notes de l'émission, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si on peut embrayer ensuite sur le projet Titan, parce que vous en aviez parlé du projet Titan, de l'abandon du projet Titan par Apple, il me semble, la semaine dernière, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et par contre, il me semble que vous aviez... l'Apple Car. Ou l'Apple Car, bien entendu, cette fameuse Apple Car, feu l'Apple Car, puisqu'elle n'existera pas, et il me semble pas que vous ayez eu le chiffre de ce que ça a coûté, parce que c'est sorti, je crois, dans Bloomberg plus récemment. En fait, le projet aurait duré 10 ans et aurait coûté 10 milliards. Ce qui est à la fois énorme et finalement pas grand-chose pour Apple, non ? Oui, non, mais 10 milliards pour une boîte comme Apple, comme pour Microsoft, c'est les bénéfices sur un mois à peu près. Ouais, je pense que c'est à peu près ça, effectivement. Peut-être même moins, vraiment. Voilà. Donc on apprend quand même dans l'article de Bloomberg que c'était une idée ancienne, que Steve Jobs lui-même avait caressé il y a vraiment assez longtemps. En 2008, il y a eu la crise financière, ça a disparu des radars. Et c'est réapparu en 2013. Et à cette époque, Apple aurait même envisagé de racheter Tesla, qui coûtait à l'époque la modique somme de 28 milliards de dollars, c'est-à-dire que dalle, même pour le Apple de l'époque. Et alors Apple, par contre, voulait qu'Elon Musk parte. Et du coup, ça s'est pas fait. Alors ironiquement, parce qu'en 2017, alors que Tesla galérait avec la production de son Model 3, Elon est allé taper à la porte d'Apple, qui lui a même pas ouvert. Tim Cook a carrément refusé la rencontre, donc ça s'est encore pas fait. Et donc Apple
a continué seul et il a hésité. Alors pourtant, il a hésité plusieurs fois à faire des partenariats avec BMW, avec Canoo, avec Ford, avec Volkswagen. Ils ont aussi beaucoup hésité sur ce qu'ils voulaient vraiment faire. Ils voulaient une voiture totalement autonome au début, puis finalement, ouais, pas forcément. Ils voulaient un minivan avec telle ou telle fonctionnalité. En fait, ce qui ressort finalement de tout ça, c'est que pendant 10 ans, ils n'ont jamais vraiment réussi à savoir ce qu'ils voulaient. Et puis à la fin, ils ont compris que de toute façon, même en sortant une voiture pour de bon, ils pourraient jamais faire autant de marge qu'avec un iPhone. Alors bon, ben voilà, donc c'est mort. Ça a jamais été plus qu'un hobby finalement. Voilà, un hobby cher, mais pour Apple, franchement, c'est un hobby. Je sais pas si tu y as cru toi en fait, jamais à la sortie d'une Apple Car. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment cru qu'ils iraient au bout. Je sais pas. C'est une bonne question. J'avoue que je me suis jamais posé cette question comme ça. J'ai jamais. Bah, ouais, tant que les rumeurs se concrétisent pas, t'as toujours un peu du mal à y croire. Je pense que, en réalité, là, c'est un peu. En fait, on est dans une position où ce serait un peu facile de dire qu'on n'y a jamais cru, mais par exemple, Ah oui, c'est je vrai. dirais D'ailleurs, que j'ai c'était. adopté la facilité, t'as vu? Non, non, mais ce serait. Mais par exemple, ce serait peut-être un peu plus courageux d'avouer aussi que, bah, moi, en tout cas, que de la même façon dont je croyais pas forcément beaucoup dans la voiture connectée, je croyais pas la voiture autonome là, ou voiture Apple, je croyais pas forcément beaucoup non plus dans l'idée d'un casque de réalité virtuelle développé par Apple. Et force est de constater qu'ils sont allés jusqu'au Oui, bout et qu'ils c'est ont vrai. fini par l'annoncer. Donc je pense que, enfin, c'est toujours un peu flou quand c'est des projets comme ça. Il y avait aussi des rumeurs, fut un temps pour d'un téléviseur Apple. Donc ça c'était encore avant, c'était dans les années 2010 on va dire, à peu près à ce moment-là. Il y avait l'idée d'un téléviseur Apple qui était une sorte de continuité logique après l'iPad et Apple TV, etc. Et donc ouais, donc tant que les projets se concrétisent pas, je pense que Apple travaille sur énormément de choses et que c'est que dans les derniers mois, années, que ça se concrétise dans un projet vraiment vérifiable. Et qu'avant, effectivement, ils savent pas trop où ils vont, ils tâtonnent. Enfin, c'est assez le principe d'un projet aussi, des fois, de pas avoir la vision dès le début. Et je pense qu'effectivement, ils ont pas réussi à transformer l'idée d'une voiture en un produit Apple, quoi. Et ce que je disais dans le dernier épisode, c'est que je pense aussi qu'ils ont eu un moment à choisir entre plusieurs gros projets de qu'est-ce que c'est que le futur Apple. Et ils ont préféré privilégier le Vision Pro, qui était, je pense, une continuité plus logique pour le Apple d'aujourd'hui, de dire, bah voilà, ça, bon, peut-être la version 1, elle n'est pas forcément si incroyable que ça, mais dans 10 ans, potentiellement, notre Apple Vision Pro, ça peut être le remplaçant du MacBook, ça peut être le remplaçant de l'iPhone. Donc, il faut qu'on se positionne sur ce marché et qu'on se laisse surtout pas, en tout cas, remplacer. Si demain Meta, par exemple, sortait un casque qui était capable de remplacer un MacBook ou un iPhone, ça pourrait être très problématique pour le futur d'Apple. Donc, il faut absolument aussi assurer ce futur-là. Donc, je pense qu'ils ont fait ce choix-là plutôt que le choix de la voiture, quoi. Oui, c'est vrai que tu as complètement raison. C'est vrai que ça a été un serpent de mer pendant longtemps aussi, l'Apple Vision Pro, enfin, en tout cas le casque VR Apple. Et c'est vrai que moi aussi, j'avais parfois du mal à y croire. Et Je d'ailleurs, confesse hein, que j'étais pas convaincu que ça allait se concrétiser un jour, honnêtement. il y avait eu des rumeurs, enfin de ce qu'on sait du projet Apple Vision Pro, il y a eu aussi des vrais tâtonnements de savoir s'ils voulaient plutôt partir sur une extension de l'iPhone façon Apple Watch et donc plutôt quelque chose de très léger, ou au contraire partir sur un truc beaucoup plus intégré et donc partir sur un casque de réalité virtuelle. Même ça a été très. Et il y a eu aussi, je me rappelle de l'hésitation aussi à lancer l'Apple Vision Pro dans sa forme actuelle, ou alors de continuer à travailler dessus pendant plusieurs années jusqu'à aboutir jusqu'à une forme de lunette plus facilement acceptable par le grand public. Et ils ont décidé de le lancer là maintenant en disant que bah non, mais à un moment il faut quand même commencer à construire le parc installé, commencer à attirer les développeurs, etc. Donc il a fallu faire un choix et je sais que le choix, enfin le Apple Vision Pro a pas mal divisé en interne aussi. Oui, bah, d'ailleurs, moi-même, pour l'instant, c'est vrai que voilà, enfin, c'est un produit de dev, clairement, mais c'est vraiment un produit de dev, quoi. Je vois pas. Moi, j'ai du Hmm. mal à voir un usage, enfin, juste avoir une raison d'acheter, même si j'avais les moyens, hein, d'acheter un Vision Pro pour travailler, ou tu vois, enfin, mis à part avoir une super télé, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, quoi. Je voyais pas vraiment. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas de killer app et je vois pas trop, tu vois, est-ce que j'ai vraiment, même pour dans le futur, hein, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler même avec un truc beaucoup plus abouti que ça? Est-ce que j'ai envie de travailler avec un écran sur la tronche pendant 8 heures par jour? C'est pas clair du tout, tu vois. Donc je sais même pas si le futur que nous promet le Vision Pro et les versions suivantes du Vision Pro me séduit à ce point, très honnêtement, hein. Hmm.
Bon, après, voilà. Ouais, Je... c'est une question, c'est une question à laquelle on aura la réponse dans les années à venir. Bah, non, mais c'est ça. Écoute, peut-être que je finirai par m'y convertir et peut-être que dans 10 ans, j'enregistrerai le podcast avec un Vision sur la tronche ou un assimilé, bien entendu. Écoute, pour l'instant, parlons crime un petit peu, hein, parlons cybercrime. Parce que voilà, il y a pas, bon, c'est voilà, crime, hein, on va se limiter au rapport du FBI pour l'instant qui indique que les Américains auraient perdu 12 milliards et demi de dollars en 2023 en arnaque en ligne en tout genre. Alors c'est 20% de plus qu'en 2022 avec 10% de plaintes en plus, soit 880 000. Par type d'arnaque, on a 2,9 milliards de pertes qui viennent d'arnaque par email, tout simplement. Ensuite, il y a des fraudes à l'investissement. 4,57 milliards de pertes, et croyez-le ou non, la fraude aux crypto est toujours en grande forme. 53% de plus que l'an dernier, pour presque 4 milliards à elle toute seule. Bon, c'est quand même assez fou. Viennent ensuite les fraudes au support technique. Voilà, vous avez au bout du fil un faux support, un faux personnel administratif qui vous enfume et qui finit par vous faire payer. Ça, c'est 1,3 milliard de pertes, et ça concerne d'ailleurs principalement les personnes âgées. Et bien enfin, les ransomware pour au moins 59 millions. Alors, c'est voilà, dans tous les cas, bah évidemment, c'est dans le cas des ransomware en particulier, c'est que les cas dont on a connaissance. Donc, c'est vraiment un minimum. Donc, les arnaques en ligne se portent à merveille. Hein. Alors, évidemment, c'est les chiffres américains, ça, mais c'est pareil partout. En Angleterre, les chiffres sont aussi affolants. D'ailleurs, c'est considéré comme un problème prioritaire. Hein. Il faut être vigilant partout et tout le temps, en ligne et évidemment offline aussi. Alors, moi-même, écoute, moi-même, hein, il y a plusieurs années, hein, j'ai fini par tomber dans un panneau, hein, c'était sur Le Bon Coin. Le mec m'a montré la photo de sa carte d'identité, la somme n'était pas énorme, il m'a proposé de faire à moitié avant, moitié après. J'ai cédé, c'était une erreur, la carte d'identité n'était pas à lui, j'ai jamais rien reçu, j'ai plus jamais rien acheté qui soit pas en personne ou par tiers de confiance. Donc voilà, et aujourd'hui encore ça pullule, ce genre d'arnaque, voilà, on est tous exposés à ce genre de truc tout le temps. Et donc voilà, voilà, je pense, je sais pas si toi aussi t'as été victime un jour de ce genre de truc, mais tu peux le dire, c'est la séquence confessions intimes. Non, mais j'aurais pu. Enfin, j'ai plusieurs fois frôlé l'arnaque, on va dire. Jamais passé le pas, mais souvent mais pas parce que j'étais supérieurement intelligent. Hein, c'était parce que quelqu'un m'a rattrapé par le col en me disant mais attends, en fait, ça c'est une arnaque. Ouais, t'es sûr de ça? Voilà, exactement. Et en fait, en réfléchissant, je me dis ah oui, t'as raison. Mais sinon, oui, on est tous exposés. Et alors les tentatives d'arnaque effectivement pullulent en plus des habituels spams, notamment moi je trouve ça assez fou à quel point les SMS, les arnaques aux SMS, le nombre de SMS que je reçois d'arnaques tout simplement, régler cette facture, régler cette amende, Ouais, c'est tu vrai. sais tous les classiques. Ça arrive moins maintenant chez moi, mais effectivement, c'est arrivé. Mais ça, c'est le genre de truc, effectivement, en particulier, les gens qui sont pas trop au courant, les personnes âgées, forcément, c'est des trucs qui marchent bien, en fait, hein, parce que tout le monde a un téléphone mobile, même les personnes âgées qui, tu vois, qui sont pas trop au courant de tout. Donc, bon, je pense que ça marche quand même encore pas mal, et c'est pour ça que, bon, il faut vraiment toujours rappeler, de faites confiance à personne, hein, soyez comme moi, un paranoïaque asocial, et ça ira mieux. Mais bon. Puisqu'on parle de cybercrime, est-ce que savais-tu que les IA aussi peuvent servir de vecteur à des cyberattaques? Alors pour les IA, il y avait déjà une manière bien connue de le faire, hein, via des modèles tout cuits, qu'on peut trouver sur Hugging Face, qu'on peut télécharger directement. C'est assez tordu, mais c'est très connu. Certains modèles, en fait, sont sous un format particulier qui s'appelle le pickle. Alors pickle comme le cornichon. Alors, c'est les chercheurs de JFrog qui ont d'ailleurs trouvé une centaine de modèles de deep learning en accès libre, comme ça, sur Hugging Face, qui contenaient des logiciels malveillants, des trucs qui peuvent ouvrir un accès complet à distance à ton PC. Alors, par quel mystère? En fait, un modèle de deep learning, c'est vrai qu'on imagine, et d'ailleurs, c'est vrai que c'est ça que c'est, hein, c'est des neurones qui sont reliés entre eux, il y a des poids comme ça entre les neurones, et finalement, ce qu'on doit stocker, c'est ces poids, donc c'est des données. Évidemment, c'est des données. Effectivement, mais bon, tout dépend comment on les empaquette, ces données. En fait, le format bin qu'on peut trouver parfois, c'est des formats de données sérialisés, c'est-à-dire qui contient en fait la transcription de structures de données relatives à un langage. Alors, ça peut être du Java, c'est du Python en l'occurrence. Et c'est vrai qu'en Python comme en Java, vous manipulez des objets en mémoire. Des objets, voilà, quand vous avez des objets tranquilles en mémoire, vous pouvez les sauvegarder sur disque. Et évidemment, c'est le langage lui-même. Quand vous faites cette sauvegarde-là, vous pouvez demander au langage lui-même qui va encoder ces objets dans son propre truc-là. Et puis, il va encoder des objets. En fait, dans un objet, le code et les données sont mélangés. Et donc, dans un bin sur Hugging Face, vous pouvez avoir du code en réalité, en plus des poids liés dans ce code. Et dans ce code-là, on peut insérer ce qu'on veut, y compris un malware. Donc le code sera exécuté quand le bin sera lu et sera retranscrit comme objet en mémoire par Python, c'est-à-dire il fera l'opération inverse tout simplement. Et donc voilà, ça c'est un problème qui est connu depuis très longtemps.
Et c'est la raison d'être du format Safe Tensor, hein, qui est d'ailleurs toujours à préférer. Si jamais vous voulez vous amuser avec des IA, il vaut mieux toujours préférer le format Safe Tensor ou des formats qui sont purement donnés, hein, voilà, comme GGUF ou enfin bon. Voilà. En tout cas, ça c'est très classique, hein, mais il existe désormais une nouvelle piste pour utiliser les IA comme vecteur de malware qui est beaucoup plus originale. Et en fait, il existe désormais une preuve de concept de ver qui infecte des IA génératives. C'est un ver qu'ils ont appelé Maurice 2, en référence à Maurice, qui est le premier ver connu de l'histoire. Alors, un ver, c'est un peu comme un virus. En réalité, c'est la différence, et voilà, il y a beaucoup de choses en commun, hein, parce que bon, les vers comme les virus, c'est des logiciels qui doivent se cacher, qui doivent se répliquer, et qui la plupart du temps font du dégât sur des machines ou des données. La subtilité, c'est que les virus qui infectent les virus, des trucs qui infectent des logiciels en général, des fichiers, des logiciels, alors que les vers, c'est des trucs qui ciblent des systèmes d'exploitation, des firmware, ils se disséminent de plateforme en plateforme, d'hôte en hôte. Et suivant ce modèle, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer par exemple, de créer un prompt qui soit lui-même un ver? C'est-à-dire, après tout, chatbot comme ChatGPT, hein, il fait ce qu'on lui demande. Donc on peut lui donner des instructions et il fait ce qu'on lui demande. Et s'il fait ce qu'on lui demande, on peut lui demander de répéter le prompt 2 fois. Du coup, il va répéter le prompt 2 fois. Et est-ce qu'on n'a donc pas à la base d'un truc qui se reproduit, un truc qui soit auto-réplicatif? Bien sûr, il faut de la dissémination aussi. Donc du coup, si c'est juste un chatbot, ça ne va pas marcher. Il faut que le modèle agisse de manière autonome. Mais ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut faire finalement, avec les agents IA comme Copilot d'ailleurs, hein, qui pourraient dans un futur proche lire et répondre automatiquement aux emails. Et donc, c'est finalement un cas d'usage très raisonnable, hein, que beaucoup de gens même appellent de leur vœu, vu voilà, l'inflation délirante de nos boîtes mail. Supposons qu'on ait ça. Donc supposons, c'est pas du tout hors de portée, hein, d'ailleurs, c'est assez facile à faire, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs de l'université de Cornell et de Technion et d'Intuit qui ont construit pour l'occasion un agent comme ça, hein, qui lit tes emails et qui répond automatiquement en fonction du contexte, qui est basé d'ailleurs sur plusieurs modèles de langage différents, qui sont tous disponibles comme GPT-4, Gemini, ou même des trucs open source, hein, comme Lava. Et donc, le truc, c'est lire des mails et répondre en fonction du contenu tout seul. Et c'est là qu'on va insérer le prompt qui s'autoréplique et qui, au passage, demande de nouvelles informations, comme la totalité de tes contacts, par exemple. Donc, le service mail IA va lire le mail. Du coup, quand tu lis, il va lire le mail, ça veut dire que le mail, ça devient un prompt, tout simplement, qui va être digéré par un chatbot. Et cette IA générative, donc, va voir passer ce prompt, et du coup, elle va suivre les instructions, donc elle va le répliquer. Ensuite, elle va faire son boulot, c'est-à-dire l'agent va renvoyer par email à d'autres destinataires ce prompt, qui, si ils sont eux aussi avec des IA génératives, qui gèrent leur boîte, ils vont continuer à propager le truc. Et du coup, ça fait une propagation comme celle d'un ver. D'ailleurs, l'attaque s'appelle compromised. C'est drôle, hein, compromise. Bon, bref. Alors, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un peu gros parce que ça se voit. On peut lire les emails en toutes lettres et voilà, on voit très bien qu'il y a un problème, quoi. Mais il y a d'autres possibilités, beaucoup plus fines et beaucoup plus retorses. Par exemple, on peut utiliser des images. Parce que Gemini et tous ses amis sont multimodaux, hein, ils comprennent aussi les images. Donc, en fait, concrètement, pour eux, les images, c'est un prompt comme un autre. Et donc, c'est possible de prendre une image de n'importe quoi, de chat, hein, si vous voulez, et de la perturber, c'est-à-dire de la modifier, de manière à l'altérer un petit peu, que ce soit pas trop visible à l'œil nu, voilà, que ça reste un chat, quoi. Mais une fois que c'est lu par une IA, ça devient un prompt qui n'a rien à voir. Et en l'occurrence, on peut créer une image qui paraît inoffensive, qui affiche, tu le mets en attachement du mail, là, tout simplement. Cette image inoffensive va être lue comme attachement de mail par le truc, et en fait, il contient le prompt qui s'auto-réplique, et qui contient le ver. Alors pour l'instant, c'est une preuve de concept, mais bon, les IA, c'est une nouvelle plateforme en quelque sorte, hein. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas ciblées par leur propre cyberattaque. Donc encore une autre vision de l'apocalypse IA, Cassim, je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose. Non, mais c'est assez intéressant, même de voir aussi les défis de sécurité que ça pose, de voir que. Je pense que c'est. Comment dire? C'est un peu contre-intuitif. Ouais, il y a une nouvelle, nouvelle plateforme, nouveau service, nouveau défi, voilà, quoi, c'est ça. Hein. C'est ça, non mais c'est une nouvelle façon en fait, j'allais dire, les défis de sécurité qu'on a vu venir avec l'IA générative au début, c'était des trucs du genre, faut peut-être pas lui parler des documents confidentiels de ta boîte parce qu'on sait pas trop comment elle se nourrit, et voilà. Donc il y avait on va dire, c'était plus des problématiques de vie privée, ou c'était pas vraiment la même donne. Mais du coup, les questions de sécurité au sens virus, antivirus du terme, je trouve ça assez intéressant. C'est pas forcément évident au premier abord, mais bon, après, quand tu y réfléchis,
ça devient tout de suite beaucoup plus évident que effectivement, surtout des IA qui tu peux effectivement filer des prompts et leur faire du coup leur faire exécuter ou leur faire réfléchir à des choses, c'est des façons d'injecter du code malveillant, quoi. Donc, Mais c'est totalement de l'air du temps, puisque bon, bah voilà, on a tous vu le Rabbit R1 par exemple, ou le truc de Human, qui sont des machines finalement qui envisagent des IA à la base, voilà, ou qui construisent autour, si tu veux, des modèles de langage et des IA, de véritables systèmes d'exploitation finalement. Et donc les IA pourraient devenir ce genre de choses, pourraient devenir finalement des nouveaux systèmes d'exploitation et qui pourraient avoir leur propre vulnérabilité, quoi. Donc c'est un peu le début de ça. Et bon, c'est vrai que c'est intéressant à suivre. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de trucs parce qu'en matière de cybersécurité, il y a jamais, voilà, on n'est jamais à court de surprises. Puisqu'on parle IA, on peut passer à une section où l'on suit encore quelques news là-dessus, en particulier des procès et des grands déballages entre OpenAI et le reste du monde, puisqu'on n'a pas trop parlé, mais bon voilà, vous le savez bien si vous écoutez, si vous nous écoutez. OpenAI a été attaqué par le New York Times pour violation de copyright, et bon, il clame que le journal a triché, que son robot chéri ne recrache qu'exceptionnellement. Des articles verbatim dans des conditions extrêmement artificielles, hein, et à mille lieues d'une utilisation normale d'un bon père de famille de ChatGPT. Microsoft est aussi accusé, pareil d'ailleurs, la même chose, et ils annoncent une ligne de défense qui est assez surprenante, puisqu'ils affirment que ChatGPT c'est comme un magnétoscope. Alors, précision aux plus jeunes qui nous écoutent, un magnétoscope est un truc, un gros truc en plastique, plus gros qu'une PlayStation 5 Fat, hein, qui servait au temps immémoriaux d'avant Netflix et d'avant même le Blu-ray à regarder des films et des émissions qu'on avait ratées à la télévision. La télévision qui n'avait pas de mode replay à l'époque, et on a été élevés à la dure, hein, nous autres, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et d'ailleurs, à l'époque, on utilisait un support physique à fourrer dedans. Une cassette vidéo, on appelait ça, ça faisait la taille d'une Switch et ça donnait la qualité d'un GIF animé à peu près. Hein. Et oui, c'était il n'y a pas si longtemps, le magnétoscope est tombé dans l'oubli, tout comme le verbe rembobiner. Et non, je regrette pas du tout cette époque, parce que c'était quand même vraiment mortellement chiant de rembobiner les cassettes, hein, audio comme vidéo. Mais bon, il y a 40 ans, le magnétoscope, c'était le top du top de la technologie, et les producteurs de télé, de cinéma ont aussi attaqué massivement Sony, à l'époque, hein, pour violation de copyright. Alors ça me paraît étrange, étant donné que Sony, il n'a rien copié du tout, mais il permettait la copie, en masse, et ça a suffi à motiver une grosse bataille juridique, hein, qui allait jusqu'à la Cour suprême, et qui s'est soldée par une défaite des producteurs d'ailleurs. Et pour Microsoft, Sony et son magnétoscope offraient donc une nouvelle technologie, et on pouvait en aucun cas l'accuser de copier abusivement quoi que ce soit, ou de violer un quelconque copyright. D'où la comparaison, aussi bizarre que soit-elle, hein, entre ChatGPT et le magnétoscope. Du reste, Microsoft cite aussi d'autres technologies, hein, pêle-mêle, le moteur de recherche, le traitement de texte, les disques durs, Internet, bon, voilà. Vous avez compris l'idée. En fait, tout ça, ça peut être utilisé pour copier des trucs, mais c'est pas le but originel de copier des trucs. Évidemment, le but originel, l'utilité originelle de tous ces machins, disques durs comme Internet, ça va énormément plus loin, et pour eux, c'est pareil, hein, ChatGPT a 1 million d'usages qui vont beaucoup plus loin que la copie. Alors, c'est des arguments qui impressionnent pas le Times, hein, qui persiste en disant qu'un traitement de texte ne demande, lui, pas de copier des téraoctets de matériel copyrighté pour être conçu. Je sais pas si c'est ça que tu voulais. Et oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, OpenAI, ils confondent deux choses. Il y a deux éléments. Il y a l'usage de l'IA et la façon dont l'IA a été conçue. Ce qui pose problème au New York Times et sur quoi ils attaquent, c'est comment l'IA a été conçue, pas le produit final et pas le fait. Donc, ça, c'est une bonne réponse pour le cas de. Cite-moi, enfin, effectivement, il y a le New York Times qui avait réussi à faire citer à ChatGPT des extraits verbatim de contenu New York Times derrière paywall pour démontrer la violation de copyright. Mais c'est pas vraiment. Enfin, l'argument, c'est pas vraiment. Vous pouvez copier des articles de New York Times dans le ChatGPT. C'est que ChatGPT. En fait, l'exemple, c'était pour montrer que vous voyez bien que ChatGPT, ils ont utilisé nos articles pour le nourrir et pour lui faire comprendre l'anglais et donc c'est ça le cœur du problème, quoi. Et donc oui, il t'a pas l'argument t'a pas à côté, je trouve. Bah, le truc, c'est que en fait, il y a les deux. Effectivement, il y a les deux cas, et ça rappelle le cas de l'attaque de Sarah Silverman et d'autres auteurs d'art qui ont attaqué aussi OpenAI.
et qui par ailleurs attaque, enfin c'est le même cabinet d'avocats qui fait d'ailleurs le procès de Sarah Silverman contre OpenAI, qui fait aussi un autre procès contre Nvidia, puisque Nvidia aussi est attaqué en copyright, c'est tout récent là, sur Nemo, la plateforme de LLM qui propose d'ailleurs comme modèle de langage avec tous les outils pour le modifier à sa sauce, donc dans sa plateforme. Donc ils sont attaqués un petit peu comme OpenAI, par le New York Times, ils sont attaqués par donc, ce cabinet d'avocats. Et effectivement, il y avait aussi l'attaque de Sarah Silverman, ça portait sur le fait que ChatGPT était un faussaire, c'est-à-dire qu'il pourrait être utilisé pour faire du plagiat à très grande échelle. Et ça a été un truc qui, enfin à ma connaissance, a été plus ou moins débouté par le juge, quoi. Et effectivement, il reste plus que le fait qu'il faut copier énormément, enfin il faut utiliser énormément de contenu copyrighté. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir à quel point c'est suffisamment transformatif pour tomber dans la clause du fair use ou pas, quoi. Bon, voilà, je sais pas, d'ailleurs, je sais pas finalement quelle est ta position, toi, vis-à-vis de ces problématiques du copyright. Est-ce que, une question facile et légère hein, que je te pose, est-ce que, à ton avis, c'est du fair use ou pas d'utiliser voilà, des trucs copiés pour fabriquer une IA ou pas? Je sais pas, qu'est-ce que c'est ton réponse? Enfin, pour moi, non, je pense que c'est pas du fair use. J'avoue, alors, enfin, je pense que j'ai toujours eu une position un peu du côté, faut bien l'avouer, du côté du piratage quand j'étais plus jeune, etc. De ce truc à l'échelle individuelle, de pouvoir, je sais pas, télécharger un film ou un truc comme ça. Et du coup, par exemple, c'est ce qui faisait que j'étais pas forcément pour des lois comme Adopi. Pour un tas d'autres raisons aussi sur les moyens mis en place et la solution technologique choisie, etc. Mais peu importe. Mais du coup, là, pour le coup, pour l'IA générative, pour moi, c'est assez clair que c'est des boîtes qui se font de l'argent sur un travail qu'elles ne rémunèrent pas et qui veulent profiter d'avoir... là, en gros, vraiment, elles sont vraiment dans la mentalité de dommage, trop tard. Bon, c'est fait maintenant. Vous allez quand même pas nous embêter maintenant qu'on l'a fait. Il fallait nous le dire avant. Bon, tant pis. Oups, on le fera plus, mais on n'a plus besoin de le faire. Donc c'est ça aussi tout l'enjeu, c'est qu'en fait, tu peux pas juste interdire un futur usage de toutes ces données massives copyrightées et pas que par des grosses boîtes, c'est aussi par des artistes individuels. Tu peux pas juste interdire l'usage futur parce qu'en fait, les LLM dans leur état actuel commencent déjà à plus avoir besoin de cette base. Et en fait, ils se nourrissent entre eux de LLM en LLM et du coup, ils ont plus forcément besoin de l'entraînement de base de la base de données. Mais du coup, il reste le problème originel quand même de ce... Ouais. Voilà. En fait, pour le coup, les LLM se nourrissent entre eux, mais c'est pas une bonne chose. Et je pense que même s'il y a pas mal de contenu synthétique, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de contenu qui doit être voilà, d'origine humaine. Et en réalité, ce que tu dis effectivement, c'est que cette histoire de fair use, elle est un petit peu curieuse parce que, enfin, qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, il y a quelque chose qui est clair, c'est que les boîtes sont en train de signer beaucoup d'accords de licence. Oui. Pour justement rémunérer, tu vois, le fait d'avoir l'accès à certaines données. Ce qui, quand même, en creux, est une sorte de, tu vois, ils admettent quelque part qu'il y a un truc, quoi. Ils essaient de se mettre en conformité avant qu'on les oblige à payer des amendes parce qu'ils sont pas mis en conformité, quoi. Enfin... Oui, voilà, tu vois, si vraiment ils croyaient à fond à cette histoire de fair use, est-ce qu'ils auraient signé avec, je sais plus qui, avec Springer par exemple, hein, pour des millions et des millions de dollars quand même, hein, pour avoir accès aux données, c'est pas complètement clair, donc effectivement, évidemment, ils se protègent, mais enfin voilà, c'est assez compliqué. On avait dit d'ailleurs dans le dernier que bon, le jugement n'était pas assuré, quoi, ni d'un côté ni comme de l'autre, si tu veux, il y a des arguments, en réalité, on verra, mais c'est pas gagné en tout cas pour les géants de la tech, on va dire. Alors, vous l'aviez aussi évoqué la semaine dernière, Elon Musk a attaqué OpenAI pour rupture de contrat, alors rupture de contrat morale, hein, manifestement, puisqu'il n'y a aucun contrat écrit entre lui et OpenAI, sur le fait que les papas de ChatGPT n'allaient jamais devenir une entreprise à but tout à fait lucratif. Hein. Alors, qu'on l'apprécie ou pas, le virage d'OpenAI vers beaucoup plus de fermeture que d'ouverture semble quand même difficile à prendre en défaut d'un point de vue légal. C'est plus une bataille d'image sur ce plan-là. Sam a aussi des munitions. Et d'ailleurs, tout ça a viré à la grosse scène de ménage entre deux ex amers, quoi, vraiment. Hein. C'est assez rigolo, parce qu'OpenAI a publié un paquet d'emails internes entre Elon et ses employés, donc OpenAI, les employés d'OpenAI, qui datent de 2015 à 2018. Alors, ce qu'il en ressort, c'est qu'Elon n'était pas du tout contre un virage vers une boîte normale, en fait, à but lucratif, au contraire.
Il dit même que pour avoir une chance de tenir tête à Google, il faudra des milliards et qu'il n'y avait aucune chance d'y arriver sans un changement de paradigme pour l'association. Alors du coup, il a même évoqué l'idée de fusion OpenAI avec Tesla, et Altman veut montrer qu'en réalité, Musk voulait le contrôle total d'OpenAI. Bon, tous les emails rendus publics sont abondamment caviardés. Il y a quand même des infos croustillantes. Voilà. Est-ce que c'est un revers pour Musk? Musk qui, par ailleurs, d'ailleurs, se fait aussi attaquer par l'ancienne direction de Twitter, d'ailleurs, Parag Agrawal, en tête, et ses principaux cadres l'attaquent pour licenciement abusif sans compensation financière, parce qu'ils ont été virés littéralement dès les premières minutes où Musk a mis les pieds dans les locaux. Et Musk, en fait, leur devrait 200 millions d'indemnités selon eux. Bon, 200 millions d'indemnités à ces pauvres patrons de la Silicon Valley spoilés. Je ne sais pas si je vais pleurer, mais bon, voilà. Toujours est-il qu'il y a encore pas mal de drama autour d'Elon Musk, mais c'est un bon client, Elon Musk. Hein. Quand tu veux du drama, c'est pas très difficile à trouver. Bon, écoute. On peut embrayer peut-être sur ChatGPT et la recherche, enfin les IA et la recherche. Alors je sais pas si tu as vu passer ces trucs-là. Alors déjà, il y a un truc qui est marrant, c'est que ChatGPT commence à être utilisé par les profs pour corriger les copies en école primaire. Et aussi pour concevoir des cours. Alors on le sait tout simplement parce qu'il commence à y avoir des services web qui proposent ça. Des services web comme Writable par exemple, de façon... alors c'est des trucs... pour corriger les copies, souvent, beaucoup, alors parce que corriger les copies, ça saoule, évidemment. Donc il y a plusieurs sites qui offrent des assistances avec plus ou moins d'IA d'ailleurs dedans. Il y a aussi GradeScope ou EssayGrader. Et bon, il y a un an, c'est marrant parce qu'on s'inquiétait de l'usage des IA par les élèves. Ils vont tricher et tout ça. Et ben non, c'est les profs qui trichent. C'est les profs qui s'y mettent. Et donc il y a des questions qui se posent d'ailleurs sur l'influence des logiciels. Évidemment, puisque est-ce qu'on va privilégier les tests que les IA savent bien corriger? Est-ce que les biais, quels qu'ils soient, dans les IA, vont pas se voir dans les corrections? Qu'en est-il évidemment des erreurs de correction? Combien il va y en avoir? Et puis bon, est-ce qu'il y aura des erreurs? Il y aura forcément des erreurs très faciles à détecter, puis il y aura aussi des erreurs qui seront difficiles à détecter, qui seront pas forcément évidentes au premier coup d'œil. Donc c'est des questions qui vont se poser petit à petit un petit peu partout, et qui se posent déjà au sommet de la pyramide de la connaissance, si on veut, dans la recherche. Parce que bon, les outils IA, pas uniquement ChatGPT d'ailleurs, sont déjà utilisés par les chercheurs et ça va probablement s'amplifier pour le pire et le meilleur. Alors le pire, on a déjà eu un petit aperçu avec cette souris dotée d'une énorme paire de couilles qui était en fait un dessin grotesque, une illustration grotesque qui s'est glissée dans un papier de biologie a priori tout à fait sérieux et même dans une revue à comité de lecture. Et en fait, c'est un truc qui a été, c'est une image générée par IA qui a été là, qui a été mise là, on ne sait pas trop pourquoi, n'importe comment, et qui a ni queue ni tête, et ça a fait rire jaune pas mal de monde. Alors, le plus gros risque pour la recherche, malheureusement, c'est pas ça. C'est pas des espèces d'énormes gaffes comme ça. C'est pas des trucs aussi visibles et immédiatement détectables. C'est des trucs qui sont beaucoup plus subtils que décrivent un psychologue et une anthropologue, Lisa Messeri et Molly Crockett. Oui, Molly Crockett. Pardon, désolé. Chantal sort de ma tête, désolé. Bref, revenons à notre étude épistémologique. Alors voilà, soyez sérieux, parce qu'épistémologie, quand même, ça fait sérieux. C'est de la science sur la science, l'épistémologie, il n'y a pas plus sérieux que ça. Bon, alors, donc, l'introduction de toujours plus d'IA pour la recherche aura une influence, c'est inévitable. Et elle distingue 3 manières, en fait, d'utiliser l'intelligence artificielle pour la science, avec autant, finalement, de soucis qui accompagnent. Alors, la première manière d'utiliser l'IA, c'est assez naturel, c'est d'utiliser comme oracle, un peu. Dire que les IA peuvent lire super vite des tas de documents, des références, et digérer le tout, et de faire un état de l'art, ainsi que l'état des recherches récentes, avec des questions qui se posent et qui valent le coup d'être approfondies. Et franchement, c'est super, parce que t'as plus à lire 5 articles par jour pour te maintenir à flot, c'est fantastique, et le souci, c'est que c'est l'IA qui filtre. Or, il est facile du coup d'avoir l'illusion qu'une IA est objective. Mais une IA n'est pas objective, en général, c'est pas le cas. Parce qu'une IA, c'est le reflet de son dataset. Une IA, c'est une machine qui doit reproduire la distribution statistique des exemples qu'elle voit lors de son entraînement. Donc elle est aussi objective que ses données le sont. Et les données ne le sont presque jamais. Les datasets sont préparés par des humains, avec des données créées par des humains, et en ce sens, les IA sont un petit peu humaines aussi. C'est-à-dire qu'elles ne sont souvent pas des machines réellement objectives. Et bien sûr, si on fait de la recherche sans IA, si on le fait à la main, on le fera avec nos propres biais à nous. Donc on sera biaisé, puisque les humains sont forcément biaisés d'une manière ou d'une autre, mais chaque chercheur aura le sien de biais. Si tout le monde utilise le même outil IA, ou même une poignée d'outils, on filtre beaucoup plus les points de vue, et ça aboutit à une illusion d'objectivité. Il y a une autre manière d'utiliser l'IA, qui est plus étonnante d'ailleurs, et qui est évoquée en sciences sociales, c'est l'IA comme remplaçante de sujets d'expérience. L'idée étant que comme les IA ont déjà vu à peu près tout Internet, elles peuvent révéler des trucs de sciences sociales sans s'embêter à aller interroger des vrais gens. C'est un peu la continuation de la tendance qui veut qu'on utilise désormais beaucoup de questionnaires en ligne pour avoir des données, ce qui en soi est discutable aussi d'ailleurs, et donc en gros on utilise les IA pour avoir des données synthétiques. Mais en faisant ça, on s'expose à une illusion de variété.
On pense avoir un large spectre de données, mais c'est faux. On explore en réalité qu'un champ très étroit avec l'illusion de comprendre les choses beaucoup plus largement. Et puis troisièmement, enfin, il y a l'utilisation de l'IA comme analyste. Donc ça vient après, hein, après qu'on ait sélectionné son sujet, ses questions à chercher, après qu'on ait eu ses données, hein, s'il y a lieu, on s'aide d'une IA pour analyser le problème avec les données qu'on a. En soi, avoir une machine pour nous aider à analyser cette donnée, toujours plus énorme et complexe, c'est super, c'est même nécessaire. Mais le souci, c'est que si on se repose trop sur ces outils super puissants, mais aussi super opaques, ben, c'est de pas totalement comprendre comment il arrive à ses conclusions et même pas être totalement conscient qu'on rate un truc. Et donc, on a une illusion de profondeur, de compréhension, alors qu'en réalité, on reste en surface. Et tout ça, ces trois illusions donnent finalement une illusion globale, une illusion de compréhension globale. On a l'illusion de comprendre des trucs, et en fait, on va produire de plus en plus en comprenant finalement de moins en moins. Alors tout ça est certainement transposable à plein de domaines. Hein. Alors je ne sais pas si ça t'effraie, ce futur, on risque de trop s'appuyer sur les IA, ou alors est-ce que c'est finalement qu'une étape supplémentaire, parce qu'on utilise déjà tellement les ordinateurs et les outils en tout genre, je ne sais pas. Ça paraît effectivement. Bah, ouais, enfin, c'est difficile. Disons que moi, à titre personnel, effectivement, je vais plutôt avoir tendance à dire que je préférerais qu'on avance sans l'IA, justement, parce que c'est pas quelque chose de carré, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui peut halluciner, c'est quelque chose, qui a plein de biais, qui a plein de problèmes. Mais bon, même si je dis ça, j'ai bien peur que que ça se fasse sans moi. Qui suis-je pour dire mon avis? Non, mais voilà. Et donc, je pense qu'il va plutôt falloir essayer de s'y préparer et plutôt essayer de prévoir un encadrement, peut-être essayer ouais. Il faut avoir conscience, quoi, je pense, de toutes ces limites et de toutes ces illusions qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est super important aussi de faire des trucs autour autour de ces usages et voilà, pour les anticiper un petit peu, quoi. Mais ça va faire de la prévention, peut-être aussi sur les limites de l'IA, justement. Ouais, aussi, ouais, bien sûr. Il faut être conscient des limites de ces outils et voilà, et conscient que parfois on a l'impression de comprendre un truc et puis finalement peut-être pas. Mais les gens qui font de la recherche les gens qui font de la recherche en informatique ou dans l'IA, je pense qu'ils sont assez facilement conscients des limites. Mais là, en l'occurrence, par exemple, on parlait de recherche en bio. Peut-être que la personne utilise de l'IA sans vraiment comprendre ce qu'elle utilise, quoi. Oui, bien sûr, mais d'ailleurs, ça peut être le cas aussi en sciences sociales ou dans des gens qui sont pas forcément, tu vois, proches du dossier, quoi, on va dire. Enfin, écoute, après ces considérations quasi philosophiques, hein, on passe à du plus terre à terre avec, déjà avec BitNet. Alors BitNet, je vais revenir juste dessus 2 minutes parce que, en fait, j'avais déjà parlé de BitNet. BitNet, c'est une manière de créer des IA binaires. Les modèles de deep learning, c'est les trucs qui utilisent énormément de neurones, tout ça. Donc, on a dit énormément de poids sur les trucs qui connectent les neurones entre eux. Et toutes ces données prennent forcément beaucoup de place, beaucoup de mémoire, et ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul. On rappelle qu'en général, le poids d'une connexion entre deux neurones, c'est un truc qui se code, c'est un nombre qui se code sur 16 bits. Et donc, si on a un modèle comme GPT-3 avec ses 175 milliards de paramètres, ça pèse 350 gigaoctets. Si vous voulez l'utiliser, vous le casez en RAM, vous devez avoir 350 gigas de RAM, et même de RAM vidéo, puisque en général, on le met sur des GPU, c'est pas commode. D'où toutes les recherches sur la compression des IA, qui se fait souvent après l'entraînement, et qui permet de passer sans trop de dégâts à 4 bits par poids, par exemple, voire moins. Après, c'est comme le JPEG, plus on compresse, plus le modèle se dégrade. Compresser sur un bit, c'est-à-dire en binaire, les poids, c'est pas tellement jouable à moins de le penser à partir du début, c'est-à-dire à partir de l'entraînement. C'est l'idée de BitNet, c'est on va entraîner à partir de zéro des modèles en binaire. Alors évidemment, pendant l'entraînement, c'est pas possible parce qu'on utilise des gradients, c'est-à-dire c'est des trucs qui s'entraînent progressivement, on va dire. Et donc le binaire, c'est difficile comme ça. Mais du coup, pendant l'entraînement, on va maintenir un réseau binaire et en parallèle, on va faire comme d'habitude un flot de gradients. Et donc c'est un réseau qui fonctionne. Donc un petit peu pareil pendant l'entraînement, on va dire. Évidemment, c'est très aménagé. Mais par contre, à l'arrivée, où le produit fini, ce sera un réseau binaire, donc avec un bit par poids, et donc 16 fois moins de ressources, beaucoup moins de ressources, 16 fois moins de ressources qu'avant. Alors évidemment, il y avait des concessions à faire, parce que c'était pas complètement aussi bon qu'un vieux modèle complet, mais bon, du coup, comme c'était pas aussi bon, les chercheurs ont voulu un petit peu aller plus loin. Alors c'est les chercheurs chinois de chez Microsoft, les chercheurs chinois et de chez Microsoft Asie, je crois, qui participent aux travaux, et ils se sont dit, bon, le binaire, 2 états seulement, c'est un peu sévère, alors on va voir ce que ça donne avec 3 états. Et donc, ils ont entraîné des modèles ternaires, du coup, avec des poids qui peuvent essentiellement prendre 3 valeurs, -1, 0 et +1. Et incroyablement, ils ont atteint des résultats qui sont très proches de la précision 16 bits complète.
Et en fait, la différence de performance entre un bitnet ternaire et un truc traditionnel, elle est assez faible. Et du coup, ce serait quand même vraiment dommage de se priver de l'économie monstrueuse que ça représente. Parce qu'en fait, en ternaire, ça représente environ 1,58 bits de moyenne. On est donc 10 fois plus petit en mémoire que les modèles standards, et surtout, on a une quantité de calcul qui est aussi énormément plus faible, puisque de toute façon, tu n'as que des 0, des moins 1 ou des 1, donc ça veut dire que tu fais pas vraiment de multiplication, quoi. Donc la puissance de calcul et l'énergie demandée par les bitnets, elle est 10 fois inférieure, voire moins, quoi. Et donc tout ça, ça pourrait avoir des implications énormes. Puisqu'un modèle de la puissance de ChatGPT pourrait rentrer dans les 16 Go de RAM d'un PC portable. Les petits modèles pourraient s'intégrer partout, dans des téléphones, dans des montres, dans des toasters. Et le coût d'inférence de ces trucs dans le cloud aussi deviendrait encore beaucoup moins cher. Donc tu pourrais peut-être demain discuter avec ta machine à laver, même hors connexion. Et ta machine à laver pourrait se lier d'amitié avec ton grille-pain. Et elle pourrait trouver que ta télé est une grosse radasse. Tu imagines la plus belle la vie avec ton électroménager, ce serait génial quand même. Ça laisse rêveur, effectivement. Donc, écoute, à tous les cas, plus terre à terre, le machine learning commence aussi à intégrer des logiciels connus, mais de manière transparente. On s'en rend pas compte, mais ça améliore les trucs sous le capot, sans qu'on s'en rende compte forcément. Donc, c'est le cas de Opus. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Opus. Opus, c'est un codec pour la voix sur IP. Donc, il compresse avec perte la voix pour les visios, par exemple, tout ça. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas de nom, mais vous l'utilisez peut-être quand même, parce que c'est le codec qui est utilisé dans Discord, dans TeamSpeak ou dans Mumble, par exemple. Et donc Opus utilise désormais de manière optionnelle du deep learning pour cacher, par exemple pour cacher les paquets perdus. Donc il y a un petit modèle, c'est un modèle qui interpole, mais plus efficacement que l'interpolation un petit peu naïve, quoi, entre des morceaux audio quand il y a un trou, tout simplement, suite à une rupture de connexion. Et un petit peu dans la même problématique, il y a du deep learning qui est utilisé dans la redondance aussi. Parce que chaque paquet qui est envoyé, il est envoyé normalement 2 fois, pour compenser un petit peu les pertes. Voilà, si on en perd un, c'est pas grave, et donc ça compense les pertes et distorsions. Là, ils vont essayer d'aller un petit peu plus loin en essayant de compresser au maximum le truc. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle un VAE, qui est un encodeur, en fait, mais c'est un encodeur entraîné en deep learning à représenter le plus efficacement possible les paquets à transmettre, ce qui permet d'avoir une redondance qui est beaucoup plus importante sans consommer plus de bande passante. D'ailleurs, ils utilisent désormais aussi un nouveau vocodeur, donc un encodeur vocal, qui permet aussi d'économiser la bande passante tout en restant très modeste sur la puissance demandée, puisque ça prend dans les 1% d'un cœur de processeur sur un portable moderne. Donc quand vous devez créer un codec qui tourne en temps réel sur des machines qui sont même très peu puissantes, c'est super important. Et donc c'est Opus 1.5 qui propose d'ailleurs par ailleurs aussi d'autres optimisations, qui utilisent mieux les instructions vectorielles Néon AVX par exemple. C'est un bon exemple d'un codec qui de manière complètement transparente et d'ailleurs sans aucune rupture de compatibilité, peut s'améliorer significativement, surtout à faible bande passante, avec un petit peu de deep learning bien choisi que tu mets un petit peu sous le capot comme ça, c'est assez agréable. Donc il n'y a pas forcément des trucs, tu vois, super spectaculaires. Des fois, il y a... Disons que le deep learning va aussi probablement améliorer les algorithmes qui sont, disons, connus. On avait aussi parlé, il me semble, je crois que c'est dans un supplément, d'une manière d'accroître la compression vidéo ou ce genre de truc. Il y a pas mal de choses. Oui, ça c'est l'IA plus classique qu'on connaît bien, qui est moins, effectivement, peut-être moins impressionnante, mais peut-être plus concrète aussi dans nos usages du quotidien. Qui est celle, même des trucs comme flouter l'arrière-plan de notre webcam ou améliorer la qualité vidéo, éliminer le bruit, améliorer la qualité vidéo des vidéos en ligne type YouTube ou Netflix, etc. Ce genre de choses. Faire de l'upscaling plus intelligent que ce qu'on faisait avant. Ou dans les jeux vidéo, on en a parlé dans l'épisode avec le DLSS et compagnie. Tout ça, c'est des usages très concrets de l'IA, mais qui n'est pas vraiment de l'IA générative pour le coup, du coup, mais c'est des usages concrets aussi de l'IA, quoi. Exactement. Alors bon, voilà, c'est... Donc, alors, bon, ça, tu vois, donc dans l'IA, il y a ce volet-là, et puis il y a aussi un volet qui, lui, pour le coup, assez spectaculaire, et qu'on voit pas mal dans les news, c'est le volet robotique. Alors, du coup, là, pour la robotique, effectivement, il y a pas mal d'acteurs, et surtout, il y a des robots humanoïdes qui commencent à devenir, apparemment, qui est un truc, ça a l'air d'être un truc qui commence à sortir pas mal. Et on connaît d'ailleurs, je pense là, qui va fabriquer nos prochains Terminators, puisque apparemment c'est Figure AI, puisque c'est devenu apparemment la boîte qui crée des robots humanoïdes, la préférée de la Silicon Valley. Alors, elle crée des robots humanoïdes tout frêles et tout chromés, mais elle a quand même une valuation de 2,6 milliards de dollars désormais. Et ils ont annoncé une levée de fonds de 675 millions, avec du pognon qui vient d'à peu près partout, quoi. Enfin, tout le monde, OpenAI, Nvidia, Intel, Jeff Bezos, Microsoft, voilà, non, je t'ai plus. Encore un truc pour Sam Altman. Exactement, ben oui, mais il est partout, c'est insupportable.
Et d'ailleurs, OpenAI va aller encore plus loin que simple investisseur avec Figure, hein, puisqu'ils vont carrément entrer en collaboration et combiner le savoir-faire robotique de Figure avec, avec les IA d'OpenAI, quoi, donc ce qui pourrait être effectivement un combo assez prometteur. Et pourtant, Figure est une start-up. Alors, c'est une start-up vraiment parce qu'elle existe depuis un peu plus d'1 an. Elle a été fondée par des ex de Boston Dynamics, de DeepMind, de Tesla, etc. C'est des vidéos qui montrent un robot plutôt évolué pour une machine aussi jeune, hein, mais qui n'est pas non plus si impressionnante que ça sur toutes les capacités, quoi. Ça marche un peu comme un Asimo des années 2000, hein, c'est pas super rapide, ça bouge pas très très vite non plus. Et surtout, ce qui est très marrant, c'est que ça a des mains énormes. Il y a des énormes mains. Et c'est des mains très humaines. C'est des mains à 5 doigts, très humaines, curieusement humaines, presque, à tel point qu'il peut se faire un café avec. Je veux dire, un café comme toi et moi, c'est avec une machine à café à dosette. Enfin, sauf que moi, je me respecte et je prends du café moulu, j'espère que toi aussi. Le plus impressionnant avec cette séquence barista, c'est qu'il a suffi de 10 heures d'entraînement pour son réseau de neurones, hein, pour lui apprendre à faire ça. Alors je sais que 10 heures de formation pour se faire un café, c'est clairement pas le stagiaire le plus aiguisé de l'agence d'intérim, hein, mais quand même. Donc le Figure 01, il est impressionnant pour sa jeunesse en fait et par son potentiel. Et d'ailleurs, on rappelle que BMW va en tester dans ses usines, hein, pour essayer d'en faire quelque chose, hein, et de voir combien d'ouvriers il peut prévoir de virer dans les 5 ans qui viennent. Ce qui est sûr, c'est que les progrès en IA s'accompagnent de progrès en robotique et que la tech s'oriente quand même de manière sérieuse vers la conception de robots humanoïdes généralistes, hein, qui vont remplacer un petit peu tout le monde. Les revues robots spécifiques de nos usines et probablement bien au-delà, je sais pas. Est-ce qu'on a un futur là, iRobot, Cassim, ou à la Terminator? Écoute, moi pour le coup, c'est un truc qui me... je pense que personne... Les métiers manuels, quand même, il y en a que ça fait rêver, mais globalement, c'est des métiers... Enfin, quand ça fait rêver, c'est plutôt des métiers d'artisanat. Les métiers plutôt industriels qui sont pénibles physiquement, je pense qu'on aurait tout intérêt à pouvoir les remplacer par des robots. Alors évidemment, moi, dans ma vision, c'est accompagner socialement les gens qui peuvent perdre l'emploi à cause de ça. Mais je pense que oui, on a tout à gagner. Après, comment ça va être fait et à quel point ça va être fait par des boîtes privées, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, mais oui, on va là-dedans. Et après, je suis plutôt positif sur le côté le chamboulement technologique que ça peut faire, quoi. Oui, non mais attends, c'est vrai, hein. Enfin, je veux dire, on a utilisé des machines depuis très longtemps pour faire des travaux pénibles, et puis voilà, ça nous paraît très bizarre maintenant de revenir à des trucs manuels, quoi, tu vois. Après, évidemment, oui, c'est comment ça va se faire, et les transitions qui vont s'amorcer, ça promet d'être compliqué, mais bon, on verra bien, en tous les cas. On va conclure cet épisode avec une petite section sur des appareils aussi, revenir un petit peu à des trucs plus, disons, plus standards. Et d'ailleurs, on va évoquer une news qui me rappelle un petit peu celle que j'ai fait il y a 2 semaines, parce qu'il y a 2 semaines, j'avais parlé de super DVD, parce que j'avais pas vu passer une recherche sur une nouvelle sorte de DVD qui utilisait 4 lasers, deux en conjonction pour écrire et 2 en conjonction, 2 autres, hein, pour lire. Et tout ça, ça permettait d'être tellement plus précis en utilisant des interférences et tout, dans les couches et dans la taille des cuvettes, qu'on pouvait créer sur le média, qu'on arrivait, voilà, sur le média, on arrivait à créer des 100 couches qui totalisait 200 téraoctets de données. Donc voilà, un vrai DVD next-gen, et c'était marrant de voir une technologie qui était un petit peu perçue comme obsolète, ou revenir en force pour des applications comme la sauvegarde de masse, hein, dans les data centers par exemple. Enfin, en tout cas, c'était une recherche, donc peut-être que ça arrivera, peut-être pas, mais bon, voilà, c'était marrant. Et cette semaine, il y a une autre technologie qui a l'air beaucoup plus mature, enfin, en tout cas beaucoup plus proche de la commercialisation, et qui est assez mystérieuse en plus, hein, et qui s'appelle un truc magnéto-électrique, ça s'appelle les MED, pour Magneto Electric Disc, et c'est mis au point par Huawei, qui, semble-t-il, hein, permettrait donc de faire des disques durs qui consomment 90% d'énergie en moins. Avec à la clé, tu peux faire des racks de stockage de 10 pétaoctets qui consomment dans les 2 kilowatts. C'est beaucoup. C'est des valeurs attractives si vous êtes un hyperscaler, un pro, etc. Donc vous avez vraiment besoin de stocker beaucoup de choses, hein, de pétaoctets. Mais bon, pour l'instant, on a assez peu de détails, sauf que c'est prévu pour début 2025, et que ça pourrait aussi être une petite révolution du stockage. D'ailleurs, c'est marrant de voir à quel point Huawei est une boîte résiliente. Alors bon, elle est résiliente aussi parce que le gouvernement chinois fait tout pour. Mais bon, disons que sa remontada est assez incroyable, hein, quand même, hein, parce qu'après avoir disparu en Occident et avoir été en grande difficulté financière après l'embargo, Huawei est désormais le nouveau 2e fabricant de smartphones en Chine, et même le premier, si on cumule les chiffres de Huawei et de sa filiale Honor. On a 33% du marché, loin devant Apple, hein, qui en capte 16% ce début 2024, 3% de moins que l'an dernier d'ailleurs, à la même époque. Et puis d'ailleurs, Huawei a aussi resserré les liens avec SMIC, qui lui grave des puces à 7 nanomètres. Alors 7 nanomètres, c'est en retard.
par rapport à nous, mais pas tant que ça, surtout que bon, il sera sur le point de graver en volume en 5 nanomètres. Et ça, c'est rien. Parce que Huawei donne de plus en plus la priorité aux puces Ascend pour l'accélération IA, parce que Huawei veut tout simplement combler le trou que Nvidia a laissé dans le pays, parce que voilà, à cause de l'embargo américain. Et c'est un trou qui est très gros. 90% des GPU pour l'IA, c'était Nvidia. Donc en gros, il y a beaucoup de besoins, et c'est un gros marché avec de très grosses marges. Donc Huawei est loin d'être mort. Il aura peut-être pas même assez de puces pour à la fois ses téléphones et ses GPU, mais enfin, je crois que s'il doit choisir, le choix sera vite fait. C'est assez sensationnel, ce truc de Huawei. On parle beaucoup de Huawei, je trouve, ces derniers, dans ces épisodes. C'est marrant. Oui, En oui, tous les... oui, Vas-y. pardon, non, mais oui, oui, et c'était dans l'épisode précédent, on parlait du Mobile World Congress, et Huawei était quand même assez présent malgré le fait, malgré la situation en dehors de la Chine. Mais bon, C'est ça, marrant, hein. ça règle pas le problème du Play Store qui est un problème fondamental pour le côté grand public, quoi. Mm. Mais non, Huawei abandonne pas du tout le combat, quoi, on va dire. Ouais, carrément. Autre marque qui n'est pas forcément super connue du grand public, mais quand même, c'est Red, qui est devenue une référence dans le monde de la caméra de cinéma, avec des caméras 4K et 8K qui sont très prisées, qui ont été utilisées pour shooter aussi bien des séries télé comme Squid Game ou des films comme Les Gardiens de la Galaxie. Et bien Red s'est fait racheter par Nikon. Alors c'est assez cocasse parce que Red avait justement attaqué Nikon pour violation de brevet sur la compression de vidéo de ses appareils photo Z9. Alors est-ce que c'est pour justement rattraper le retard en vidéo que Nikon rachète Red? On ne connaît pas, enfin là je connais pas le montant du rachat, le prix quoi, mais en fait Red c'est une boîte qui est relativement petite, c'est dans les 200 employés, alors que Nikon c'est beaucoup plus de gens, c'est 200 000, enfin c'est 20 000 employés pour Nikon. Donc Nikon qui est aussi une boîte qui fait énormément de choses, hein, qui touche tout ce qui touche à l'optique en fait, y compris des machines pour graver des semi-conducteurs d'ailleurs. Et donc pour Nikon finalement c'est peut-être assez naturel, ça lui fait une branche vidéo très solide. Je sais pas ce que t'en penses, Cassim. Moi, c'est vrai que je connais beaucoup moins ce secteur-là de la vidéo et de la photo. Je le connais aussi assez peu, je dois bien l'avouer. Mmh. Nous, chez nous, c'est Geoffroy qui s'en occupe, qui est très connaisseur. Moi, alors après, c'est marrant. Effectivement, beaucoup de monde ont eu le réflexe de dire que Red, pardon, ne parlait pas beaucoup. Moi, j'avoue que ça fait quelques années que la marque me parle. Alors non pas que moi ça me parle parce que je suis utilisateur, mais je sais que la marque était utilisée notamment dans le cinéma comme tu l'as rappelé. Je sais que MKBHD aussi en a beaucoup parlé sur sa chaîne YouTube. Et du coup, c'est une marque, si tu veux, qui est un peu comme ça dans l'air, qui me parlait sans non plus que je puisse concrètement dire si c'est bien ou pas bien, ou si c'est juste un truc connu pour justement parce qu'ils sont très bons en marketing ou quoi, j'en sais rien. Mais le nom me parlait en tout cas, et ça va permettre à Nikon de se renforcer en dehors de leur bataille passée. Ça va permettre à Nikon de se renforcer sur justement ce monde du cinéma, le B2B, là où Nikon est plus fort, je pense, sur le côté consommateur, quoi. Oui, c'est vrai, c'est certainement, Ou le effectivement. côté Ouais, le côté professionnel individuel, quoi, les photographes oui, parce que individuels. voilà, c'est grand public, ouais, Oui, mais oui, tout ce qui est Nikon, ça reste assez cher quand mais même. pas, Mais bon, pas après, forcément industriel, quoi. Voilà. Je pense que Red s'adresse d'accord. plutôt au monde industriel, cinéma, etc., Voilà. alors que Nikon est plus dans du professionnel individuel. Mm. Ok, effectivement. Et donc, du coup, je pense qu'on va conclure avec des news Windows 11 un petit peu, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé finalement. Et bon, alors, c'est vrai que il n'y a pas forcément des trucs à en dire tout le temps, mais voilà, là, il y a un truc qui m'a beaucoup étonné, puisqu'il y a une annonce surprenante quand même, le sous-système Android pour Windows va mourir officiellement en mars 2025. Et c'est fou parce que je me souviens encore du jour où nous avions évoqué ensemble l'ouverture de Microsoft, hein, qui après avoir fait le forcing avec le sous-système Linux, promettait d'avoir toutes les apps Android directement via un store menu sur Amazon, et je pense même que tu étais là d'ailleurs quand on en a parlé, et c'était il n'y a pas si longtemps en réalité. Et Et oui, il a oui. vraiment bidé à ce point, c'est quand même fou quoi. Alors je pense qu'effectivement, d'une part, il a bidé à ce point, et d'autre part, faut comprendre que Windows en ce moment c'est compliqué chez Microsoft. Et ça fait plusieurs années qu'ils changent de stratégie d'année en année et qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire de Windows. C'est-à-dire que Windows est là, Windows est majoritaire sur le marché, Windows se porte toujours très bien naturellement parce qu'il se porte très bien parce qu'il est majoritaire sur le marché, mais ils ont du mal à créer une dynamique avec Windows. Et ils ont du mal à adopter une stratégie un peu long terme. Il y a eu on va dire, il y a eu la stratégie de l'ère Windows 8, Windows 10, qui s'est après mêlée à, on file toutes les clés à Panos Panay, le patron de Surface, qui a fait Windows 11, en gros, enfin, qui a supervisé le lancement de Windows 11,
mais qui s'est après barré et maintenant il travaille chez Amazon. Et du coup, l'équipe Windows aujourd'hui elle est plutôt sous les ordres d'une vision plutôt web, et plutôt IA, Bing Creator, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des fonctionnalités comme Copilot qui se font rajouter, mais qui sont que des sortes de surcouches web finalement. Pareil pour le client mail de Windows 11, aujourd'hui c'est juste une web app. Et donc tout ça, voilà, ils savent pas vraiment où ils vont, et j'ai l'impression que ça c'est un peu aussi comment dire, un résultat de ça. Ça plus le fait que je pense effectivement qu'il a bidé et que du coup il rapportait pas d'argent, et que ça, pourtant il y a un coût en support, et donc ils ont décidé de supprimer tout simplement supprimer le coût en support s'ils n'étaient pas capables de trouver une ligne de revenus suffisante pour justifier cette fonctionnalité, quoi, on va dire. Bah écoute, oui, moi je suis assez d'accord. D'ailleurs, moi, très honnêtement, je suis très mitigé sur Windows 11 globalement en réalité, hein. Moi perso, enfin franchement, je vois pas l'intérêt de Windows 11 réellement, quoi. La refonte de l'interface me laisse vraiment froid. Il y a des fonctions qui bougent un peu partout, qui sont retirées sans aucune raison. Je vois pas d'avantage Ouais. fonctionnel décisif de 10 à 11, tu vois. Et j'ai aucune réelle affection pour Windows 11. Et d'ailleurs, si tu regardes les statistiques, il y a des chiffres de start counter qui sont tombés il n'y a pas longtemps, qui montrent que la part de marché en février de Windows 11 était de 28% contre 67% pour Windows 10. Et alors, toutes les autres versions sont anecdotiques, hein, mais on voit très bien sur la courbe qu'il y a vraiment, que la courbe de Windows 11, elle monte avec avec une terrible lenteur, quoi, tu vois, conjointement à celle de Windows 10 qui se maintient vraiment très haut, alors que le système est censé arriver à sa date de péremption dans 18 mois. Ouais. Tu vois, c'est fou, quoi. Bah, Moi, oui, non, mais c'est pour ça, c'est aussi pour ça que Windows 12 a été mis de côté, parce que c'était pas très sérieux de relancer une nouvelle version, mais du coup, ouais, voilà, c'est Microsoft. Microsoft lance Windows 10 en se disant ils vont mettre fin à la fragmentation de Windows, puis finit par lancer une nouvelle version de Windows qui va du coup refragmenter le marché, et en plus en mettant des conditions d'installation assez strictes. C'est pour ça que peu de PC sont passés. Ils n'ont pas fait autant le ramdam sur leur processus de mise à jour gratuite, et ils avaient quand même forcé beaucoup de monde à passer à oui, Windows d'ailleurs, 10. j'ai toujours pas compris cette autocensure, hein. Il se prive lui-même quand même d'un grand parc de machines avec des contraintes de compatibilité qui sont quand même assez bizarrement justifiables, quoi. Tu vois, sont pas très justifiables, en fait. Donc, c'est Et à bizarre. côté de ça, ils n'arrivent pas à prendre le tournant, par exemple, des processeurs ARM. Alors là, dans les mois à venir, normalement, Qualcomm est censé lancer sa plateforme avec Windows. Donc, ça, son nouveau Snapdragon. Mais j'ai des grands doutes j'ai pas de doute sur la volonté de Qualcomm, j'ai des gros doutes sur la capacité de Windows 11 à être compatible, et l'investissement de Microsoft dans le domaine. Et il y a beaucoup d'applications qui avaient été promises en version ARM native il y a plusieurs mois, dont on n'a toujours pas vu la couleur. Donc voilà, c'est un peu, je sais pas où ils vont. Écoute, je sais pas, mais bon, si Microsoft bouge pas, il va se faire dépasser par Linux, hein, parce que Linux progresse. Carrément, bien sûr, Mm. tout à fait. Bon, non, mais je déconne, effectivement, j'y crois pas une seconde. Et pour une raison évidente, hein, que Linus Torvald a lui-même nommé, c'est la fragmentation, hein. C'est ça qui freine le plus Linux. Il y a trop de Linux. Il y a trop de distributions, trop de gestionnaires de packages différents, trop d'interfaces différentes aussi pour que ce soit un système grand public. Et d'ailleurs, le seul Linux qui réussit à devenir vraiment mainstream, c'est le Linux de Google, hein, c'est Android. Parce que voilà, c'est un système qui est beaucoup moins fragmenté, hein, pour le pire et le meilleur, mais bon, enfin voilà. Pourtant, Linux, évidemment, c'est un système fantastique, hein, mais bon, c'est fantastique pour les serveurs, pour les pros, pour les connaisseurs, pour les enthousiastes, mais pour le grand public, pour le bureau, quoi, le bureau du mass market, ça reste compliqué. Mais bon, c'est vrai que Linux progresse un petit peu au niveau mondial, il y a des chiffres à l'appui, hein, comme système de bureau, vraiment. Il atteint les 4,03% contre 72% pour Windows et 15,46% pour macOS. Alors pourquoi le bureau Linux progresse dans le monde? Bah, il y a plein de raisons possibles. Alors déjà, il y a le Steam Deck. Alors le Steam Deck est plus généralement le travail qui a été fourni ces dernières années sur le jeu sous Linux, hein, qui a énormément évolué. Donc le travail de Steam, en fait, pour le jeu sous Linux, qui rend le système d'exploitation complètement crédible pour jouer dessus, quoi. Donc effectivement, ça l'ouvre quand même pas mal. Et puis en Inde, il y a aussi Linux qui est assez fort, hein, puisqu'il y a plus de 15% de part de marché pour Linux, ce qui est assez impressionnant, et qui tire finalement le tout vers le haut, quoi. Alors vraiment, c'est vrai qu'il y a quand même, puis évidemment, il y a quand même évidemment de grosses distributions connues et simples à installer, très faciles et très agréables à utiliser, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui les réalisent. Donc voilà, c'est effectivement d'ailleurs une des raisons invoquées par le journaliste de ZDNet, ben, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur
le manque d'intérêt ou je sais pas, peut-être Microsoft qui est globalement un peu perdu par rapport à ce qu'il veut faire de Windows. Parce que Microsoft est devenu tellement une société cloud et services que finalement, où est-ce que Windows s'insère là-dedans, c'est pas très très clair. Effectivement, c'est un petit peu ce que tu viens de dire, j'ai l'impression. Et moi, je pense effectivement que Microsoft joue un jeu un peu dangereux, pour être honnête. Je pensais aussi, on a parlé des fermetures de fonctions, il y avait aussi récemment, ils ont mis fin à la réalité mixte et virtuelle, au support de la réalité mixte dans Windows, au moment où Apple lance son Visio Pro. Étonnant. Alors je ne sais pas si Apple fera décoller la réalité virtuelle ou non, mais on peut se poser la question de la pertinence de couper la fonction maintenant. Enfin bref. Et au-delà de ça, du coup, moi je pense qu'il y a un vrai danger pour le coup pour Windows, parce qu'il y a un truc un peu dangereux de croire que c'est parce que Windows a toujours été majoritaire jusqu'à présent et a toujours été hégémonique sur le marché du PC, qu'il le serait forcément à vie, sans que rien ne bouge. C'est-à-dire que, alors déjà, si on prend les OS d'une manière générale, évidemment, Windows a vu sa part de marché largement réduire à cause du fait que les gens utilisent beaucoup moins leur PC aujourd'hui, ils utilisent leur smartphone sur Android, sur iOS, leur iPad, etc. Donc la diversité des OS, si on prend l'informatique personnelle au sens très large, Windows est beaucoup moins l'intermédiaire obligatoire qu'il était auparavant. Et au-delà de ça, même sur le secteur du PC, quand tu vois ce que Apple peut proposer avec les Mac, et même du coup effectivement ce que Linux peut commencer à proposer, par exemple avec des usages comme le jeu vidéo, comme les tâches professionnelles, etc., c'est de moins en moins pertinent d'avoir un PC sous Windows, à mesure aussi que même les propres services et logiciels de Microsoft deviennent des logiciels web ou des services web. Et donc, c'est de moins en moins pertinent d'avoir aussi même un Windows pour les solutions Microsoft. Donc, tout ça pour dire que je pense effectivement qu'il y a un danger dans les années à venir. Et moi, je persiste à penser qu'on n'a jamais été aussi près du lancement d'un MacBook SE à moins de 1 000 euros, quand vraiment le M1 sera vieux, et que le châssis du M1 sera vieux, de pouvoir lancer une sorte de MacBook à 800 balles. Ce serait encore assez cher pour un PC portable, pour le grand public. Ouais, mais parce que la moyenne d'achat en France, c'est autour des 600 euros. Donc 800 euros, c'est encore trop cher. Mais moi, j'ai peur que, pour Windows, je m'en fous, je suis pas actionnaire Microsoft, mais en gros mais Apple peut très bien faire baisser les prix s'il le souhaite, et c'est pas. Et alors, les gens vont peut-être être surpris que je pense que Apple va baisser ses prix, mais c'est la stratégie d'Apple sur l'iPad, c'est la stratégie d'Apple sur la Watch, c'est aussi la stratégie d'Apple sur l'iPhone. Oui, il y a l'iPhone 15 Pro qui coûte 1400 balles, sur lequel ils se font une marge de dingue, mais il y a aussi l'iPhone SE, il y a aussi l'iPad 10 qui coûte 300-400 balles, il y a aussi l'Apple Watch SE, par exemple, qui coûte 300 balles, etc. Et qui à chaque fois sont des produits qui restent relativement chers par rapport à leurs concurrents directs, mais qui sont des produits beaucoup plus accessibles, sur lesquels Apple veut faire de l'argent sur le service, veut aussi que tu mettes un pied dans leur écosystème. Et donc attention quand même, Windows, quoi. Écoute, Microsoft, si tu écoutes ce podcast, tu sais ce qu'il te reste à faire. Attention, attention. Non mais voilà, on verra dans ça. Après, ça se trouve, je me plante complètement, mais dans 5 ou 10 ans, je sais pas, on verra où ça en est, Windows, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une croisée des chemins. Et effectivement, moi aussi, je pense que. Enfin, j'ai toujours pensé d'ailleurs que les Mac étaient trop chers, même pour leur propre bien, parce qu'ils se vendent, ils se vendent pas mal. Mais je veux dire, il y a encore tellement de gens qui peuvent juste pas du tout s'acheter du Mac, même d'occasion, c'est cher. Ouais, bien sûr. Donc bon, ça leur ferait quand même pas mal de trucs. Ça leur ferait moins de marge, mais ça leur ferait quand même pas mal de clients en plus. Écoute, on verra bien. Toujours est-il que là, on arrive quand même à la fin de notre conducteur. On est arrivé à la fin du conducteur. Et voilà, vous avez eu, je pense, entre l'hebdo et cet épisode, un panel relativement étoffé de l'actualité. Alors, et aussi, évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires chaleureux, partout où vous le pouvez. Bien entendu, n'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à notre Patreon, s'il vous prend l'envie de nous soutenir. Et il faut céder à ses envies. Moi, je dis, c'est important de se faire plaisir. Donc merci encore beaucoup à toi, Cassim, de m'avoir accompagné pour ces 2 épisodes. On finit un peu tard, mais voilà, c'était vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, si on veut prolonger ce plaisir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? On peut toujours me retrouver, ça n'a pas changé depuis le dernier instant. On peut toujours me retrouver sur Fandroid.com, où j'écris plein de petits articles. Bon, là, cette semaine, je suis en congé, mais globalement, j'écris plein de petits articles. Et sur la chaîne YouTube et Twitch de Fandroid, d'ailleurs. Et puis sinon, sur Twitter, @notecassim, NOTCA2SIM. Je suis aussi sur les autres réseaux sociaux, mais bon, c'est toujours le truc le plus simple à dire à l'oral.
Oui, bah, bien, non, mais de toute façon, voilà, tu es omniprésent et c'est bien normal, hein, donc que journaliste, évidemment, forcément, tu es partout et c'est très bien comme ça. Tu as fait un test de Vision Pro qu'il faut absolument que j'aille lire, que j'ai pas parce que bon, j'ai pas eu le temps encore pour des raisons évidentes de production là, mais je vais y aller. En tous les cas, moi, je suis donc Guillaume Podgespala, bien entendu. Vous me retrouverez dans un épisode hebdomadaire très bientôt. Peut-être avec Guillaume Vendée, mais je peux pas vous le promettre, pour être honnête, pour l'instant je ne sais pas. Croisons les doigts, allumons un cierge à Sainte-Marceline. Et sinon, à très bientôt, évidemment, de toute façon, dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à tous. Ciao.